شريك ديمقراطية العبد كما يتغنى شريك Maghreb Orient Express, bienvenue à tous dans ce numéro spécial Tunisie. Dans une semaine tout juste, les Tunisiens éliront leur président ou leur présidente. Près de 4 ans après la chute de Ben Ali, vous allez découvrir 4 regards sur un pays qui avance, mais qui est parfois rattrapé par son passé. Nous allons aussi voir ensemble comment la révolution a bouleversé des vies et des trajectoires. 4 invités dans MOE. Lilia Blaise, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, vous avez co-réalisé le documentaire 7 vies avec Amine Boufaïd. Un documentaire que l'on a pu voir récemment au Festival Résistance culturelle au Liban. Raja Amari, merci d'être avec nous également. Vous êtes réalisatrice. Rabi Tounes, Printemps tunisien, c'est le titre de votre film, fiction, qui a été présenté au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec à Romainville en région parisienne. Il sera projeté également jeudi prochain au Festival du film et des cultures méditerranéennes à Bastia, en Corse, où l'on est regardé sur France 3 Corse via Stella. Et puis les journées cinématographiques de Carthage, ça approche. Ce sera du 29 au 6 décembre prochain. On pourra aussi voir votre film sur Arte prochainement, au mois de janvier, très exactement. Avec nous également en direct de Bâle, en Suisse, Ayten Moutlou Saray. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice. Controlling and Punishment, Contrôle et répression, c'est le titre de votre documentaire. Dans le prolongement de ce film, votre exposition La Loi brûlée sera, elle, présentée à partir du 21 novembre à l'Atelier mondial, c'est à Bâle, également en Suisse. Avec nous également dans MOE aujourd'hui, en direct de Tunis, Azaf Hilali, bienvenue et merci d'être avec nous dans MOE sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, votre 6e roman s'appelle Les Intranquilles, édition Elisade. Alors vous signez le portrait au plus près des corps d'une société tunisienne bouleversée par la Révolution. En quoi la chute d'un dictateur va-t-elle chahuter des femmes, des hommes, des vies jusque-là faites de certitude? Oui, bonjour. Écoutez, pour parler de mon roman, en fait, ce roman se situe entre février et octobre 2011, plus précisément le 23 octobre 2011 au matin, c'est-à-dire le jour des premières élections libres après le 14 janvier. Et justement, son objectif ou sa thématique essentielle est d'essayer de voir dans quelle mesure des bouleversements extérieurs n'affectent pas seulement les institutions, les structures étatiques, mais agissent aussi très profondément sur les êtres, sur les vies individuelles et peuvent parfois changer des trajectoires. Et donc, d'une certaine manière, tout se passe comme si nous étions un peu pareils à la planète qui nous porte, si vous voulez, puisque nous avons tous une écorce solide et apparemment solide, d'habitudes, de stéréotypes, etc., sous laquelle il y a une intranquillité qui couve. Et il suffit que les événements s'y prêtent, que les événements soient fortement ressentis pour que justement cette sorte d'intranquillité se faufile à travers une écorce qui s'est fissurée et remonte en surface. Alors justement, et c'est ce que j'ai essayé de traduire. Oui, pourquoi ce champ lexical de la peau, justement? Je sais que vous êtes médecin, je sais aussi que vous avez failli appeler votre roman, lorsque vous avez commencé à l'écrire, Fait de peau, F-A-I-T-S, fait de peau. Pourquoi ce champ lexical justement de la peau, de la démangeaison? On est même parfois dans la dermatologie, hein. Oui, absolument. Écoutez, c'est toujours dans la même veine de cette intranquillité profonde que bien des gens méconnaissent et qui remonte en surface. Et en surface, à la surface d'un être, il y a la peau, cette enveloppe qu'on dit prétendument muette mais qui parle. Et dans mon texte, il y a en fait une double parole, des événements qui sont doubles, dans le sens où la trajectoire des principaux personnages est fidèlement associée à des modifications qui surgissent au niveau de leur peau. Et la peau parle, elle a un autre discours qui est parfois parallèle à celui du personnage, mais qui parfois s'en écarte, comme si la peau lui révélait de lui-même des choses que soit il ignorait, soit il ne pensait pas être en mesure
de les accomplir ou d'y parvenir. Alors il y a justement par exemple parmi vos personnages Jafar, hein, qui est un ancien mineur de Redeyev qui débarque, non Abdellah pardon, ancien mineur de Redeyev qui débarque à Tunis, la capitale, pour trouver un travail. Il y a également justement Abdellah qui va se réveiller, il travaille dans une société privée, il s'est enrichi sous le régime de Ben Ali et il va se réveiller avec une tache sur le front. Dites-nous en plus. Oui, oui, tout à fait. Jafar, qui est un des personnages principaux de ce texte, qui est un banquier, enfin fonctionnaire dans une banque, et qui s'est enrichi, disons, frauduleusement sous l'Ancien Régime, se réveille un jour avec une tache sur le front, la fameuse tache de prière, vous savez, mais la tache s'est mise à grandir de manière démesurée, de sorte que ça le gêne profondément. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, et c'est la même chose pour les autres personnages. Il y a Heshmi qui est un islamiste convaincu et qui avait été emprisonné sous le régime de Ben Ali, torturé, et dont les cicatrices, ce qu'on appelait le jeu du cendrier, c'est-à-dire le fait qu'on éteignait les cigarettes sur la peau des détenus, les cicatrices se ravivent soudain et reprennent une brûlure qu'ils croyaient éteinte. Donc la peau parle pour chacun des personnages à sa manière, et ce discours parallèle, mais également qui enrichit le texte d'une dimension parfois singulière, parfois inattendue, me paraît essentiel. Merci beaucoup Azaf Hilali d'avoir été avec nous dans MOE sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes l'auteur du roman Les Intranquilles, c'est votre